Depuis 1789, chacun le sait. La Révolution n'est pas un dîner de gala. En 1966, la révolution culturelle que lance Mao Tse-tung ne fait pas exception à la règle, et tout le monde considère aujourd'hui qu'elle fut même particulièrement sanglante. Et pourtant, au même moment, des milliers de jeunes Français affirmant être maoïstes firent de la Chine un modèle. Mais comment diable cela fut-il possible? Eh bien voilà, ancien maoïste moi-même quand j'avais 20 ans, c'est ce que je veux expliquer dans ce film, et en donnant tout particulièrement la parole aux principaux accusés, aux enragés de l'époque. Au début des années 60, l'Union soviétique domine sans conteste le camp des pays socialistes. Mais la Chine renacle sous la férule de Moscou et Mao décide du coup d'impulser un grand mouvement de révolte contre ce qu'il appelle le révisionnisme. Contestant les dirigeants du Parti communiste, inféodé à l'URSS, de petits groupes se créent alors en France pour défendre, comme la Chine, le marxisme-léninisme. La France, comme la grande majorité des pays développés, connaît depuis la fin de la guerre une période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie. Mais nombre de Français n'en ont pas moins le sentiment d'être quantité négligeable, la Ve République du général de Gaulle les laissant sans pouvoir réel sur le cours des choses. Or, dans ces mêmes années, un petit peuple, en tenant en échec les États-Unis eux-mêmes, semble prouver que nul n'est condamné à subir ad aeternum le joug des puissants. La guerre du Vietnam a été un événement considérable, mais l'événement véritablement considérable, c'est l'échec du bulldozer ou du B-52 américain face à une guerre de libération. Et c'est un échec qui va être suivi en chaîne par d'autres échecs un petit peu partout sur la planète. À cette époque-là, il y a tout un imaginaire, mais qui n'est pas entièrement imaginaire, qui est un imaginaire issu quand même d'une réalité, qui est l'imaginaire de la guerre du peuple, de la guérilla, et donc de la puissance de la guérilla. Et quand ensuite on passe à la gauche prolétarienne, on est en plein dans la suite de ça. La lutte des Vietnamiens galvanise en effet de nombreux jeunes Français. Et quand arrive mai 68, les voilà convaincus qu'après la Révolution française, la Commune de Paris, la Révolution de 1848, le Front populaire et la résistance anti-nazie, ils sont eux aussi programmés par l'histoire de France pour monter au combat. Il me semble que nos parents, d'une façon générale, ont renoncé à toute forme d'idéal et qu'ils se sont installés avec complaisance dans une sorte de statu quo où la France est immobile et s'adonne à la consommation. Il y a une sorte d'aspiration, soulèvement de la vie, dit Clavel, à la fois à la justice et à plus de liberté. J'arrive à mai 68, lacanien, mais aussi révolté. J'ai gardé le choix initial que j'avais fait en faveur des exploités. Seulement, je croyais la révolte impossible. Arrive mai 68, je me dis, je me suis trompé. Et donc, je me lance, avec Judith, ma femme, dans le mouvement général de mai 68. Je comprenais ce que c'était une grève, quoi. Alors qu'avant, ça m'était même pas venu à l'esprit que ça existait, ce genre de truc, quoi. Là, il y a eu un déclic. Et là, ça m'a éveillé. Comme si d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'était passé. Parce que les gens me souriaient, me disaient bonjour, me reconnaissaient quelque part, alors que je les connaissais comme ça dans l'usine, quoi. Surtout quand après, ils ont, dans la journée même, ils ont demandé qui c'est qui peut rester la nuit pour faire le piquet, quoi. Et mes potes et moi, on a dit hop, on a levé le doigt, et on a été applaudis et tout. Enfin bref,
En fait, c'est la valorisation de mon être qui a fait que la politique est petit à petit rentrée là-dedans. Mais c'était un choc violent quand même. À partir de ce moment-là, il va y avoir une transformation totale pour moi de ma façon de regarder le monde, mais aussi ma façon de me regarder. C'est-à-dire que peu à peu, je ne suis plus du tout intéressée par l'idée de éventuellement faire une carrière. J'étais comédienne aussi, j'ai joué quelques pièces de théâtre. Faire une carrière, trouver des rôles, ça ne m'intéresse plus du tout. C'est hors de mon champ de vision, dans lequel il n'y a plus que la lutte des classes et que la révolte. Voilà, donc je suis un terrain parfait de ce que va être la gauche prolétarienne. Je cherche dans un premier temps à vivre l'évangile, donc à être au service des plus pauvres, qui est le message du Christ, et à essayer de le vivre le plus honnêtement possible. Or, en mai 68, en plein milieu des événements, il y a une immense banderole qui annonce « Servir le peuple ». Et cet idéal du service, je le trouve sous une forme politique. Et tout à coup, ça fait tilt et j'adhère presque instantanément. Enfin, c'est assez étonnant. Décrivons la France de la fin des années 60. Une société vouée à la consommation avec un pouvoir qui tourne en rond, mais qui veut néanmoins tout contrôler. Des étudiants qui se savent privilégiés, mais refusent de devenir les gardes-chiourmes d'une société qui ne les fait pas rêver. Des ouvriers, encore très nombreux et aux traditions de lutte anciennes, que la modération des syndicats et du Parti communiste exaspère. Et puis, un mouvement de révolte spontanée, parti de la base, que personne n'avait organisé ni même vu venir. Et c'est cette alchimie unique au monde qui non seulement permet à la contestation de prendre en France une ampleur inégalée, mais qui va donc donner naissance à cette organisation révolutionnaire paradoxale, à la fois marxiste-léniniste et spontanéiste, la GP, la gauche prolétarienne. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la gauche prolétarienne si on ne comprend pas mai 68 et la déflagration que ça a eu. Quelque chose s'est transformé chez les militants révolutionnaires. Ils ont arrêté de penser que c'était un parti déjà constitué de militants professionnels, de révolutionnaires professionnels qui allaient amener la révolution et qui allaient éclairer les masses de leur savoir, mais que c'était au sein des masses qu'allait naître ce parti révolutionnaire. Et que donc, il fallait laisser pousser cette spontanéité révolutionnaire dans les masses. Et ça inverse totalement la logique que l'on connaît normalement dans les partis d'extrême gauche. Et tout cela a débouché sur quoi ? Sur des gens qui se sont trouvés écrabouillés par De Gaulle et par les élections de juin 68 et qui ont dit « mais c'est pas possible que ce soit fini. Nous avions eu un rêve et ce rêve est perdu. C'est pas possible. » Si les gaullistes remportent haut la main les législatives de juin 68, un grand nombre de Français restent sur leur faim. Un autre monde leur semble toujours souhaitable, plus juste, plus fraternel, et cette conviction est partagée par des gens qui n'ont pourtant ni les mêmes intérêts économiques, ni le même mode de vie. Paysans pauvres, ouvriers français et immigrés, petits commerçants, intellectuels, jeunes et moins jeunes, voire journalistes ou artistes travaillant dans des milieux à l'occasion plus privilégiés. La gauche prolétarienne va donc regrouper une bonne partie de ceux qui pensent qu'être révoltés consiste à lancer des pavés, mais qu'être maoïste consiste à les envoyer le plus loin possible. C'est un mouvement hybride, finalement. C'est à la fois la rigueur théorique et le côté plus festif de l'action. Spontané, parfois violent aussi, parce qu'il n'y avait pas que le côté festif, il y avait de la violence, mais c'était l'alliance des deux. Et c'est ça qui vraiment met la gauche prolétarienne à part dans la galaxie des groupuscules gauchistes de l'époque et même aujourd'hui. C'était la partie la plus visible de la montagne, gauchiste, parce que ça constituait une rupture très radicale dans la pratique, dans le militantisme, dans cette volonté de rompre définitivement avec une manière de faire la politique. Les trotskistes, quelle que soit leur velléité révolutionnaire, étaient traités d'ailleurs de petits bourgeois, étaient traités comme des gens qui étaient des succédanés d'une politique classique et traditionnelle. On était
était persuadé que de toute façon, la révolution allait advenir, que ça ne se passerait pas nécessairement comme ça s'était passé en Chine. Il n'y aurait pas, par exemple, une longue marche. Mais on était persuadé qu'on était à l'avant-veille de la révolution. Révolutionnaire, la gauche prolétarienne l'était donc sans conteste. Mais il lui fallait un étendard plus rouge que rouge, et elle le trouva à l'autre bout du monde, en Chine, c'est-à-dire le plus loin possible des communistes orthodoxes. C'est quand même un espoir, la révolution chinoise. Pourquoi ? Parce que la révolution russe est un désespoir, est une déception, est une catastrophe, est un échec total. Donc, on se tourne vers l'Orient rouge, on chante l'Orient est rouge d'ailleurs, avec l'espoir que ce coup-ci, ça va marcher. La Chine paraissait un peu comme fut Cuba quelques années auparavant, un peu comme l'espoir d'une révolution socialiste possible avec une dimension libertaire. C'est une Chine mythique. D'ailleurs, elle est tellement mythique qu'on n'a aucun rapport avec elle, que l'AGP n'a jamais tissé le moindre lien ni avec l'ambassade de Chine, ni avec, encore moins, les dignitaires du Parti communiste chinois en Chine. Donc elle est totalement abstraite pour nous. Ce qui reliait à la Chine, pour moi, c'était qu'elle était sur le plan international l'équivalent, l'analogone de ce que nous étions en France, à savoir, comment je vais appeler ça, des ultras du communisme. Pour toi, ça n'avait rien à voir avec la dévotion des communistes français à l'égard de l'Union soviétique à l'époque stalinienne ? Les communistes étaient profondément liés à l'Union soviétique et avaient suivi la politique du Comintern après la Deuxième Guerre mondiale, sa politique de répression, et avant d'ailleurs les procès de Moscou, etc. Jamais, en tant que Mao, nous n'avons soutenu rien de pareil. Qu'il n'y ait jamais eu de lien réel entre les maoïstes français et la Chine, pas la moindre consigne, pas le moindre financement, c'est désormais admis, y compris par les plus hauts responsables de la police. Personnellement, je n'ai jamais eu des cours en ce sens, avec preuve à l'appui, caractérisée et de façon, je dirais, claire et nette. Je n'ai jamais eu, en ce qui me concerne, d'éléments en ma possession laissant entendre qu'il y avait des liens caractérisés entre des mouvements satellites et des pays, je dirais, comme la Chine ou autre. Mais si est généralement accepté le fait que la gauche prolétarienne n'était pas une officine de Pékin, il est évidemment incompréhensible aujourd'hui de croire ce qu'affirment les Mao, qu'ils ne savaient rien des exactions de la révolution culturelle, comme si tout était resté pour eux dans le flou. Je ne savais rien. Bon, maintenant j'ai beaucoup d'amis chinois, j'ai des amis chinois dont les parents étaient des intellectuels, qui ont été massacrés par la révolution culturelle. Donc à cette époque-là, je ne le savais pas, je ne l'imaginais pas. Ce que nous savions en tout cas de la révolution culturelle, c'était plutôt qu'on humiliait les autorités anciennes, les autorités universitaires, les autorités judiciaires, les autorités politiques, mais nous n'avions pas du tout l'idée, le sentiment qu'il y avait des exécutions politiques. Il faut quand même se mettre dans la tête que Le Monde, le journal Le Monde, avait un correspondant à Pékin qui s'appelait Alain Bouc et qui, sur 8 colonnes, vantait les mérites de la révolution culturelle prolétarienne. Le Monde nous expliquait, quasiment comme Pékin Info, que les médecins soignaient les malades avec la pensée Mao Tse-tung et que les fermiers avaient fait augmenter la production de tomates de façon délirante. Nous étions confortés dans tout ce que nous pouvions imaginer ou être tentés de croire par ce grand journal officiel de la pensée française qu'était Le Monde. Alain Bouc n'est pas une exception.
La Chine fait partie de ce qu'on appelle le tiers-monde, cet ensemble de pays pauvres que tout progressiste qui se respecte doit soutenir. Dès qu'on évoque la Colombie, le Pérou ou la Bolivie, mais aussi bien le Vietnam, le Cambodge ou la Chine, il y a un a priori immédiatement positif. Et la Chine est d'autant plus attractive qu'elle a à sa tête un théoricien dont les ouvrages sur la pratique ou sur la contradiction sont souvent cités par les intellectuels marxistes, un théoricien qui est de plus reconnu comme un calligraphe brillant et un authentique poète. Moi, je pense, sans aucune dévotion religieuse, mais un des grands prophètes de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un des grands personnages qui auront marqué l'histoire de l'humanité, y compris l'histoire intellectuelle de l'humanité. Par ses thèses, par ses pensées, il y a une puissance intrinsèque et une cohérence intrinsèque dans la pensée de Mao Tse-tung. Mao, c'était un théoricien de haute valeur et que Althusser commentait avec le respect qu'il vouait aux philosophes du XVIIIe et à Marx. Et en effet, il y a des textes remarquables de Mao sur la théorie de la contradiction. Ce sont des textes simples, mais qui synthétisent des théories plus complexes dans l'idée de servir la direction des groupes révolutionnaires. Alors évidemment, étant devenu membre de ce groupe, on me met dans les mains le petit livre rouge que je lis avec intérêt. Il y a des phrases un peu dignes de Monsieur de la Palisse, dont je me souviens encore, et qui faisaient à la fois m'inspirer de la rigolade, mais en même temps avaient leur bon sens, du genre là où le balai ne passe pas, la poussière s'accumule. On peut dire de Mao ce qu'on veut, dans des phrases comme ça, il est indiscutable. On appelait ça la pensée Mao Tse-tung quand on y réfléchit. Ça nous apparaissait, nous, absolument un déséquilibre complet par rapport au rationalisme minimum, sans parler de politique d'ailleurs, au rationalisme minimum que chacun devait pouvoir exprimer. Mais à l'époque, je pense qu'il colle parfaitement à ce dont peuvent avoir besoin des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ne savent pas comment le faire, qui ne savent pas vers qui aller, et qui tout d'un coup entendent parler de la révolution chinoise. Tu le sais aussi bien que moi, on ne nous a pas endoctrinés, mais le petit livre rouge rassemble, évidemment. Il est une référence à une dynamique d'engagement. Mais je pense que ça joue un rôle important de catalyseur à l'époque. Une étincelle peut mettre le feu à la plaine, pouvait-on lire par exemple dans le petit livre rouge. Et de cela, les Mao étaient convaincus tant la misère était alors grande. Il faut savoir qu'à la fin des années 60, 100 000 hommes, femmes et enfants habitent dans des bidonvilles. Et celui situé juste à côté de la fac de Nanterre abrite 14 000 personnes, les étudiants devant parfois le traverser avant d'aller, en toute mauvaise conscience, étudier Spinoza ou Descartes. Et les autres habitants du pays sont loin d'être tous mieux logés. Ma mère avait 4 enfants, enfin avec moi donc, et on avait à peu près 17 mètres carrés, pas plus. Tout se passait dans la même pièce. Salle de bain, il n'y avait pas de salle de bain, c'était les bassines comme dans le temps, Et puis, il n'y avait pas l'eau chaude, le matelas était au-dessus du matelas de la mère, Et le soir venu, on le mettait par terre, La pièce, elle faisait 2,50 m, peut-être, au maximum 2,80 m, peut-être, de large. C'était comme un couloir. Et quand j'allais chez des copains de l'époque, et quand je voyais qu'ils allaient franchir une porte ailleurs dans l'appartement, pour moi, j'ai dit, purée, il a de la chance d'avoir une porte à ouvrir à l'intérieur de l'appartement. Pour nous, c'était la porte sortie, point, c'est tout. Et le contexte social est alors d'autant plus explosif que d'innombrables ouvriers connaissent, comme Charlot en 1936 dans les temps modernes,
le travail à la chaîne qui les tue à petit feu. C'est un boulot de dingue parce que tu peux rien penser pendant que tu penses qu'à la trouille, que tu vas pas arriver, quoi. Donc, t'imagines, tu penses même pas au boulot que tu es en train de faire. C'est un automatisme après. Moi, la soudure, je connaissais déjà depuis longtemps, mais t'arrives pas à penser à autre chose, quoi, toi. Et alors, la seule chose que je pensais, c'est il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Nous pensions que la révolution était possible, et que si une révolution était possible, elle partirait des usines. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler une phrase de Péguy qui dit « changer la cité tout entière en partant de l'usine ». Du coup, quelles actions vous organisiez, par exemple, dans l'usine Permali, où toi-même tu étais établi comme ouvrier? On va organiser quelques opérations de léger sabotage dans les chargements des camions ou des wagons. On va mettre des tracts dans les caisses qui partent pour l'autre usine, Permali, qui était à Grenoble. Voilà, une agitation ordinaire, ouvrière. Les Mao ont fait une vraie percée au sein du monde ouvrier. Ils ont libéré la parole, ils ont libéré des volontés d'agir et d'agir autrement, œil pour œil, dent pour dent, au sein du monde ouvrier. Le terrain qu'ils ont investi, c'est un terrain sur lequel n'entraient pas les syndicats. Les syndicats, ils étaient pour la légalité. Nous, casser la gueule d'un petit chef, ou ailleurs, séquestrer un patron, un soir de Noël, l'empêcher de rentrer chez lui, le bloquer dans son bureau, lui donner le temps d'aller pisser le même temps que pour les ouvriers en chaîne quand ils allaient aux toilettes. Ça, c'était une radicalité qui plaisait d'ailleurs beaucoup à Sartre, la radicalité absolue, comme il disait. Et là, c'était vraiment les gens de l'usine. C'est alors que pour aider à la mobilisation ouvrière, plusieurs centaines de jeunes maoïstes, pour la plupart étudiants, décident de s'établir, c'est-à-dire de dissimuler leur véritable identité et de se faire embaucher un peu partout en France dans des usines. C'est bien ici l'embauche, c'est Cohen? Ouais, c'est bien là. Première embauche, 6h45 devant l'agent de secteur. Le premier jour de l'usine est terrifiant pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Faut que tu prennes le temps de gagner leur confiance. Si tu sais les écouter, ils te parleront. Et moi, l'établi, est-ce que je vais y arriver? Il y avait deux sortes d'établissements, en fait. Il y avait des établissements éclairs, dans lesquels on se faisait embaucher pour mettre le feu à la plaine, comme disait le président Mao, donc pour essayer de révéler des problèmes et organiser des actions, une grève ou quelque chose comme ça. Et il y avait un deuxième type d'établissement qui était un établissement à long terme, le vrai établissement, c'est-à-dire s'établir, c'est-à-dire dans la stabilité, s'enraciner dans un lieu, s'acculturer en quelque sorte. Donc, et ça, c'est ce que j'ai vécu par la suite à la Lénière de Roubaix, où j'y suis resté 2 ans. La démarche n'était pas la même. Il s'agissait de vivre avec les ouvriers, d'apprendre la culture ouvrière. Il ne s'agissait pas de mettre la pagaille dans l'usine avant qu'on puisse rentrer vraiment dans la réalité de cette usine. Mettre une usine en grève pour 3 heures sup hebdo. Ali, si tu arrêtes, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Ferme ta gueule. La révolution, on va la voir, tu vas la voir. Au cinéma, le livre de Robert, mon père l'établit, a eu énormément de succès. Ils vont encore trouver le moyen de nous faire payer le peu qu'on a gagné. Attends, ils reviennent sur les accords de mai? On va quand même pas accepter ça, non? Et ça m'a étonnée, et ça m'a touchée, parce que je me suis dit, les gens comprennent que oui, on peut ne pas être mieux que par son propre intérêt personnel dans cette société, ce qui n'est pas si évident aujourd'hui. Mon père était, d'après ce qu'on m'a raconté, un des normaliens les plus brillants de sa génération. Il aurait pu faire une carrière faramineuse. Il aurait sans doute pu gagner beaucoup d'argent dans sa vie. Réussir très bien. Et voilà, c'est pas le choix qu'il a fait, il n'a jamais fait ce choix-là. Ça, je crois que ça fait une enfance très particulière d'avoir des parents dont l'obsession est un projet politique. Est-ce que c'est le maoïsme? Est-ce que c'est très différent du trotskisme ou du communisme? J'en suis pas certaine, en fait. C'est l'engagement total qui, à mon sens, fait la particularité de l'enfance.
Mais du coup, cet engagement total, voilà, on en est marqué parce qu'on sait qu'on passe après. J'ai 1 an et mon père passe l'été en Chine. Il écrit une lettre enflammée à ma mère et qui décrit à quel point c'est extraordinaire ce qu'il voit, etc. Il dit à ma mère « Tu viendras l'an prochain ». Et il termine par cette phrase « Embrasse le bébé pour moi ». Et j'ai quand même 1 an et demi. Et je trouve que c'est très symptomatique de cette époque. C'est-à-dire que, effectivement, l'engagement maoïste est plus important je n'ai même pas de prénom, quoi. Je suis le bébé. Évidemment, mon père m'aime énormément et je n'ai aucun doute sur son amour. Mais enfin, embrasse le bébé pour moi, c'est un peu caresse le chat, quoi. Voilà. Établis ou non en usine, les maoïstes ont un journal, La Cause du Peuple, un brûlot d'une grande violence verbale qui sidère aujourd'hui, mais déjà même à l'époque. Je trouvais La Cause du Peuple un journal qui diffusait des fantasmagories. C'était la critique que j'avais déjà faite au bout d'1 an, que chez nous, un flic blessé, on devenait 10, et quand ça arrivait à Paris, c'était 100. Et que donc, nous n'avions pas la moindre idée de la réalité, et l'organe du défaut de réalité, c'était La Cause du Peuple. Quand je relis La Cause du Peuple, il y a des trucs qui me paraissent honnêtement hallucinants, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que c'est parce que c'était écrit en majorité par des intellos qui tout d'un coup se lâchaient? Je sais pas. Ça me choquait pas plus que ça à l'époque. Mais aujourd'hui, ça m'apparaît complètement décalé. Et toi, qui a été un des rédacteurs de La Cause du Peuple, qu'est-ce que tu penses 50 ans plus tard de ces articles? C'était vraiment, pour moi, des articles qui s'ancraient dans la souffrance. La souffrance ouvrière, je la connaissais, je l'ai vue à l'œuvre dans ma famille. On exagérait, c'est vrai, tout ça est vrai. Et alors, on n'avait pas d'armes à feu. On lançait des phrases terribles. Pourquoi pas? Moi, j'adorais la provocation surréaliste. Je retrouvais tout ça. Moi, ça ne me choquait pas du tout. Patron, l'été sera chaud, la guillotine, mais pour Touvier, qui était un collabo, tu vois, des grands titres grands comme ça, moi, ça me déplaisait pas du tout. Tu vois, l'arrogance, l'effronterie, la violence verbale. Enfin, quand même, encore aujourd'hui, ça serait utile. Utile ou non, en 1970 en tout cas, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, décide, lui, qu'il est temps d'en finir avec les maoïstes. Le pouvoir, c'est un gros éléphant. Et le révolutionnaire, c'est un ensemble de petites mouches qui viennent le piquer. Le temps que l'éléphant se retourne, la mouche a fait plusieurs fois le tour du grand éléphant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qu'on prenne en compte sur un plan hiérarchique, administratif, opérationnel, toutes les nouvelles menaces et autres, il y a un certain temps. C'est très très long. Le côté activisme issu de l'extrême gauche représente une menace très forte en termes d'ordre public. Il y a donc une nécessité pour le pouvoir d'essayer de prévenir, de neutraliser ces mouvements contestataires, et donc il est demandé aux services de police de rattraper le retard acquis en ce domaine et d'identifier les meneurs, les casseurs, pour essayer de les neutraliser. C'est là, à l'époque, les instructions qui sont données aux services de renseignement, renseignements généraux qui suivent la contestation politique, sociale et autres, mais également au sein de la sécurité militaire, puisqu'on a pour la première fois des comités de soldats qui naissent, qui explosent un petit peu dans plusieurs unités, et puis les occupations d'usines, avec toujours des dérives radicales qui sont considérées comme très dangereuses au niveau du pouvoir. La gauche prolétarienne est dissoute. Comme aujourd'hui, on dissout les soulèvements de la terre. Et La Cause du Peuple était le journal d'expression de la gauche prolétarienne. Et le gouvernement constatait, et les juges l'ont constaté dans un premier temps, que la seule diffusion de la Cause du Peuple
était un élément de reconstitution de l'association dissoute. Et donc, ils étaient poursuivis pour l'infraction qui est prévue depuis 1936 sur la reconstitution de Ligue dissoute. Ça avait lieu devant la Cour de sûreté de l'État, donc ça lui donnait un côté assez spectaculaire. Le maximum de la peine était 2 ans, et de toute façon, ils avaient 2 ans. C'est à ce moment-là que Jean-Paul Sartre, prenant la direction de publication du journal, devient le compagnon de route des Mao, tandis que Simone de Beauvoir fonde l'Association des Amis de la Cause du Peuple, rejointe par de nombreux intellectuels et artistes qui diffusent alors le journal interdit. Mais le gouvernement ne veut pas seulement faire taire les maoïstes, il veut également mettre un terme à leurs actions violentes. Personne ne dénonçait la violence à l'époque, chez nous, dans notre organisation. On ne la dénonçait pas. On voyait bien qu'elle était nécessaire et qu'elle était la réponse obligée à la répression. Donc, on la pratiquait. Je dis, je n'avais pas plaisir à la pratiquer, mais je l'ai pratiquée. Quand on faisait une manif et qu'elle était interdite, ça signifiait qu'elle allait être violemment réprimée. Donc, aller les mains vides en face de flics qui ont des flashballs, je sais pas quoi, c'était pas exactement les mêmes armes, mais bon, ils nous rataient pas quand même. Les manifs étaient extrêmement violentes. Il faut apprendre à se battre aussi. Donc, on a plus ou moins appris. Si on voulait faire la révolution, hein, on ne va pas la faire avec uniquement des mots, donc il fallait aussi des actes. Et en même temps, il y avait l'ennemi, le capitalisme, le responsable de la misère de tous les gens de mon quartier. Pour moi, c'était une violence légitime. Il faut se référer à la situation sociale de l'époque, qui était d'une grande injustice, finalement. On était dans un rôle de justicier, qui était sans doute exagéré, et sans doute pas très adapté, mais c'était l'esprit dans lequel nous étions. À quelle action violente tu as toi-même participé, par exemple ? On a mis en place une action punitive à l'égard d'une chef qui se révélait particulièrement odieuse à l'égard des ouvriers, et que les ouvriers, et les ouvrières en particulier, avaient dénoncé, et nous avaient demandé de dénoncer. On a fait plus que dénoncer. On l'a physiquement attaqué, on lui a renversé un pot de peinture sur la tête, et cette action nous a mené, un autre militant et moi-même, en prison pour 3 mois. Maintenant, au niveau des actions, certaines ont été belles, comme amener des enfants de la Goutte d'Or à voir la mer qui n'avaient jamais vu la mer. C'est pour ça qu'on nous appelait des fois les curés rouges. Il y a eu des très très belles actions humanitaires, comme même Fauchon, l'attaque de Fauchon. C'était quelque chose de fabuleux d'aller piquer la bouffe d'un magasin de luxe et aller la distribuer dans les bidonvilles. Je veux dire, c'est des actions symboliques très fortes, comme rayer aussi les voitures des riches pendant l'été chaud, parce que les gamins de France n'avaient pas forcément la possibilité d'aller faire des vacances. Donc il y a eu des très belles actions. Et parmi elles, autre action dont les maoïstes restent particulièrement fiers, le vol et la redistribution de milliers de tickets de métro. On est donc, juste après mai 68, il y a une poussée d'inflation considérable dans les mois qui suivent, à la rentrée, et donc il y a les copains qui ont l'idée d'aller cambrioler les locaux d'une station de métro de la RATP où il y a des stocks de billets. Donc c'est un petit cambriolage franchement facile à faire. Ils font quand même attention, c'est bien préparé, c'est sérieux comme truc, c'est très très bien préparé avec des guetteurs et tout ça. Ils ramassent des milliers et des milliers de tickets de métro et la GP va distribuer gratuitement les tickets de métro à Saint-Lazare ou je sais pas où, avec un tract et tout ça. Ça a un succès fou. Donc c'est une action qui est très simple, qui n'est pas très violente. C'est un des grands succès de la GP. J'ai trouvé toutes ces actions parfaitement justes et quand elles se sont devenues un peu violentes, c'est que généralement, elles avaient rencontré en face d'elles la violence réactionnaire face à la violence prolétarienne.
C'est ce qu'on disait en tout cas à l'époque. Bon, donc oui, chez Fauchon, quand les mecs, les cuisiniers ont pris les couteaux, c'était quand même un peu normal d'essayer de les désarmer et de foutre la merde dans le magasin. Dans la stratégie de la gauche prolétarienne, il n'y avait pas le fait des armes, il n'y avait pas l'utilisation des armes. Et donc les actions qu'on leur reprochait étaient soit de l'expression d'idées, ce qui était le comble, soit des actions qui étaient, des bagarres à un endroit, mais enfin, il n'y avait pas de mort. Et ça, c'était quand même très très important. Ce qui est très marquant quand on regarde avec le recul, c'est la façon dont les actions symboliques, parce que c'était des actions symboliques que menait la gauche prolétarienne, étaient quasiment marketées. Alors ça peut paraître péjoratif comme terme, mais en fait, ils avaient intégré les codes de la société du spectacle et arrivaient à attirer l'œil médiatique sur des actions qui avaient une visée un peu aussi pédagogique, d'éducation. On pense à Fauchon, qui est quand même le pillage de Fauchon et la redistribution des produits issus de ce vol dans les bidonvilles parisiens, enfin aux alentours de Paris. C'est quelque chose de très marquant, c'est-à-dire que ça fait un peu Robin des Bois. Qui peut condamner des jeunes militants qui pillent une épicerie de luxe pour après le redistribuer aux plus pauvres des plus pauvres? Personne. Cela étant, prenant modèle sur les résistants anti-nazis, la GP franchit ce qui aurait pu devenir une ligne rouge. Elle décide de créer sa propre organisation clandestine, la NRP, la Nouvelle Résistance Populaire. Cette idée romantique de devenir un militant clandestin, un mélange entre le colonel Fabien, Robin des Bois et je ne sais qui, c'est une idée qui me plaît, qui me fait peur en même temps, mais qui me plaît. Et moi, j'avais toujours vécu dans je sais pas comment on va dire, mais dans une espèce de passion et d'identification avec mon père, ce héros, etc. J'avais toujours pensé que j'étais le fils d'un héros et qu'il fallait que je sois à la hauteur. Et ce qui fait que quand je commence à passer à la clandestinité, en gros, je me dis, mon père, je prends tes pas et je suis sur la même route. Alors, ce qui en même temps était faux, puisque mon père n'était pas du tout communiste et que lui, c'était pendant le contexte de la lutte anti-nazie, enfin de la guerre. Lui, c'était un chrétien patriote, anti-nazi, donc c'est pas la même chose. Et il n'aurait sans doute pas vu d'un regard très positif ce que moi j'ai fait. Mais moi, dans ma tête, c'était ça. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'était ça. En passant à la clandestinité, enfin, nous reprenons les pas de nos pères, enfin en général, les clandestins de la résistance. La Nouvelle Résistance Populaire est créée comme organisation clandestine de préparation à la lutte armée. Elle n'est pas créée pour la lutte armée, contrairement d'ailleurs donc aux Brigades Rouges en Italie ou en Allemagne, aux forces équivalentes et dans beaucoup d'autres pays. Nous ne tombons pas dans ce piège de croire que, à partir du moment où on entre dans l'illégalité, dans la radicalité illégale, y compris violente, ça signifie, c'est la guerre, et ça signifie, il faut tuer. Si nous cachons des armes, et si nous avons des faux papiers et tout, c'est bien, parce que nous avons l'idée, ces armes, un jour, de nous en servir. Mais nous ne sommes pas dans l'idée que c'est le moment et que c'est maintenant. À la différence des gauchistes italiens et allemands, qui étaient nés dans des pays de l'axe hitlérien et se retrouvaient de fait les héritiers de l'abjection des pères, nombre de maoïstes français, dont beaucoup étaient juifs, avaient eu des parents résistants, et ils n'imaginaient pas un instant s'identifier à des terroristes en rupture de ban avec l'histoire de leur propre pays. On voyait bien qu'il y avait un espèce de gouffre qui allait s'ouvrir et que là, la répression serait terrible. Donc, je crois qu'on n'était pas prêt à passer à cette étape-là, l'étape de la lutte armée, appelons-la par son nom, et que ça, c'est une bonne chose qu'on n'y soit pas passé. Oh purée, heureusement qu'on n'a pas été jusque-là, parce que bon, on aurait terminé comme la bande Abadère, comme les Brigades Rouges, tous éliminés les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Donc quelque part, je veux dire, on a frôlé le grand frisson, mais en même temps, j'ai aucun remords ni aucun regret. Je veux dire, bon, j'ai peut-être cogné un flic, oui, mais bon, lui, il me l'a rendu 10 000 fois, quoi. Donc, pour moi, c'est un échange. Arrive février 1972 et la mort brutale de Pierre Auvernais devant Renaud Billancourt. Drame absolu
que les maoïstes vont qualifier d'assassinat et qui va convaincre nombre d'entre eux qu'il est temps d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. L'action qui avait été prévue, c'était de rentrer en force dans l'usine et d'interpeller les ouvriers sur les chaînes, etc. Et dans ces coups de temps-là, il y avait cette milice qui intervenait, cette police privée, ou je ne sais pas effectivement comment on peut appeler ça, n'hésitait pas à faire le coup de poing, quoi. Alors ça fait des semaines qu'il y a des affrontements entre les Mao et la sécurité de Renault. Et il y a un type de Renault qui sort un revolver et qui tue Auvernais d'une balle en plein cœur. C'est un moment terrible. Pourquoi ? Parce que c'est le premier mort, vraiment. Or, c'est un mort qui est un ouvrier. C'était un garçon joyeux. J'aimais beaucoup ça. Et c'était un plaisir de le voir. C'était pas un type qui récriminait tout le temps, mais qui était politiquement inébranlable, mais qui était en même temps joyeux. Il est certain que ça a fait un choc terrible et que ça a mis tout le monde, enfin chacun, en face de ses responsabilités. C'est-à-dire dans quelle mesure, ou moi simplement qui étais un militant de la gauche prolétarienne et qui ai tenu un certain discours, dont l'activité militante de Pierre Auvernais et finalement sa mort sont la suite, quelle part de responsabilité j'ai là-dedans. Et puis une autre question qui est venue aussitôt sur celle-là, enfin moi je m'en souviens très bien pour ce qui me concerne, mais ça a été vrai pour une grande partie des militants, c'est est-ce qu'on va rester comme ça, à pleurer, ou est-ce qu'on va le venger, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir qu'on tue, nous aussi. Et moi je pense les germes de la liquidation de la gauche prolétarienne, ils sont à ce moment-là. Le temps que ça se mette en route, ça se réalise seulement à l'automne 73, mais les germes sont avec l'assassinat de Pierre Auvernais. Le cœur n'y était plus. On avait compris qu'on allait dans le mur, qu'on n'arriverait à rien, qu'on ne changerait pas la vie comme ça. Donc ça devenait compliqué pour moi. Je me souviens, je partais à 4h30 du matin pour aller travailler à 6h, loin de Nancy. J'arrivais là, je faisais même plus d'agitation, je disais rien, quoi. J'étais un maoïste déprimé. Dans les mois qui suivent la mort d'Auvernais, la GP perd de fait beaucoup de ses militants. Et ses principaux dirigeants, un jour pluvieux de novembre 1973, finissent par prendre la décision, étonnante pour un groupe aussi résolu, de s'autodissoudre. L'autodissolution, c'est pas simplement la fin de l'organisation, la fin matérielle de l'organisation qui dit bon ben voilà, on est arrivé au bout, on s'est affaibli, ou l'État ou la police, la justice nous ont affaiblis. Ça a été plus que ça, l'autodissolution. C'était l'abandon de la vision politique du monde, c'est-à-dire d'une vision dans laquelle tout est politique et où le politique devient l'absolu. Et finalement, je pense que dans ces établissements de longue durée, on s'est rendu compte que non, qu'on pouvait faire de l'action politique, mais que c'était pas une transcendance. Donc à partir de la dissolution, on a été des espèces de naufragés, c'est-à-dire les militants qui, comme moi, étaient dans une clandestinité forcée, et les autres militants de cette organisation s'est retrouvés sans rien. C'était plus difficile, évidemment, pour ceux qui étaient recherchés, ceux et celles qui étaient recherchés, puisqu'il n'y avait plus de soutien non plus financier. Alors qu'auparavant, on était aidés pour ce qu'on ne pouvait pas travailler. Moi, cela dit, je me suis mise assez vite à travailler. J'ai travaillé sous une fausse identité pendant 2 ans, dans des boulots de merde qui ne m'intéressaient pas du tout, mais je pouvais payer mon loyer. Il y en avait qui ne pouvaient pas. Il y a eu des suicides et il y a eu des overdoses. D'autres ont perdu le sens de leur vie. Enfin, ils sont entrés dans une déprime qui a duré de nombreuses années. Je pense à certains de mes camarades qui étaient établis et qui avaient vraiment décidé de vivre en ouvrier et qui le sont restés, mais il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus de guide, enfin, et leur vie a été
un peu un échec finalement. Alors toi, l'ancien ambassadeur, l'académicien français, l'écrivain reconnu, qui à la différence de certains de tes camarades d'antan semble avoir réussi, ne serait-ce qu'à t'en sortir, tu n'as aucun regret? Pourquoi est-ce qu'on regretterait ces années qui sont des années où on a mis en pratique nos idéaux, sans commettre de crimes, sans blesser personne? On a simplement accepté d'aller vivre la vie ouvrière et de partager le pain de ceux qui en ont un peu moins que les autres. J'étais heureux à l'usine. Je ne souffrais pas. Au contraire, j'étais dans l'action, j'avais l'impression que mes idées avançaient, que le chantier se soudait autour de moi, donc de mes idées. Je pense que les idées que je pouvais avoir à cette époque-là ont disparu. En revanche, j'espère que la générosité et l'enthousiasme qui étaient la marque de ces années-là, j'espère que la générosité et l'enthousiasme sont toujours vivants en moi. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir rompu avec cette histoire. Comme je te parlerais d'une femme que j'ai aimée, avec qui je ne suis plus. Je pourrais te dire ça pareil, d'une certaine façon. C'est pas, en tout cas, une période de ma vie que je renie du tout. Bon, évidemment, nous étions jeunes, donc on était en plein dans des apprentissages de la vie, de toutes sortes de choses. Mais non, j'ai beaucoup appris. Et j'ai même l'impression que presque tout ce qui s'est fait par la suite n'est pas nécessairement né de ça, mais a été malgré tout un peu formaté par cette expérience. J'ai découvert la fraternité dans cette expérience-là. J'ai découvert la confiance aussi qu'on peut avoir dans un groupe. Ça, c'est magnifique quand même. Pas beaucoup de gens ont la chance d'accéder à ça. C'est la forme qu'a prise ma révolte de bourgeois. Et cette forme s'est périmée, pour moi, assez vite. Et puis ma révolte a pris la forme de la psychanalyse. Et je considère que je suis fidèle à mon choix, que je dirais, c'est une expression de Sartre, choix originel, qui vous tient la vie entière. J'accorde un prix spécial à la loyauté et je n'ai rien à regretter de toute cette période, en dépit des 2 ans où j'ai lâché ce que Rouletabille appelait le bon bout de la raison. Bon, il est temps de conclure. Les maoïstes se sont défendus dans ce film, bien ou mal, chacun jugera. Vous, qui avez été leur avocat pendant si longtemps, si vous deviez plaider une dernière fois devant le tribunal de l'histoire. Je sais ce que je plaiderai pour eux. Je plaiderai la nécessité des rêves pour le progrès. Et que la réalisation, même imparfaite, même momentanée, des rêves qui réunissent un certain nombre de personnes sont inéluctables, que ça fait partie de la nature humaine et que ces gens sont nos frères, nous qui sommes des démocrates et des républicains. Ce qui les inspirait au fond, c'est cette idée extraordinaire, née au XVIIIe siècle et dans la Révolution, cette idée d'une société plus juste qu'on doit transformer, qu'on peut transformer, et que sur ce point, il y a des gens qui s'engagent courageusement dans la lutte. Et je crois simplement que leur rêve utopique était peut-être une erreur considérable, mais ce n'était pas quelque chose qui devait les faire considérer comme des ennemis. La violence est partout, vous nous
l'avait apprise, patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes